Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Grèce antique et monde hellénistique. Nous allons nous intéresser au quatrième Antigonide, à savoir Démétrios II, Autolycos, qui fait suite donc à Antigone le Borgne, Démétrios Poliorcète, Antigone Gonatas et ensuite maintenant Démétrios II dit Autolycos. Alors, Autolycos, à la différence de son père Gonatas, n'a pas eu qu'une seule épouse, il en a eu 4. Alors, Autolycos est donc le fils de Phila II et de Gonatas. Alors, Phila II étant la fille de Séleucos Ier, le roi de Perse. Et en 253, il va épouser une princesse séleucide, Stratonicée II, qui est née aux alentours de 276 et qui est morte en 227. Alors, Stratonicée II, c'est la fille d'Antiochos Ier, qui lui-même est le fils de Séleucos Ier. Donc en fait, la mère d'Autolycos est la fille de Séleucos et son épouse, Autolycos, est la petite-fille de Séleucos. Bon, je crois que maintenant vous êtes un peu habitués à ces mariages un peu particuliers, voire un peu incestueux. Donc Autolycos et Stratonicée II vont avoir une fille qui s'appelle Apama III et qui sera mariée à un royaume assez lointain et qui ne jouera pas vraiment de grand rôle, en tout cas dans la dynastie Antigonide. Mais en 245, la situation change, en tout cas la situation matrimoniale change pour Démétrios II et Autolycos, qui épouse Nicaïa II de Corinthe à la demande de son père Gonatas, pour pouvoir conserver Corinthe dans le giron antigonide. Donc pour ce faire, il répudie Stratonicée II et la renvoie en Perse auprès des Séleucides pour pouvoir épouser Nicaïa. Mais cette alliance matrimoniale ne va pas durer très longtemps, à peu près 6 ans, car en 239, il va épouser Phtia. Phtia, qui est, elle, en fait, de la famille des Épirotes, du royaume d'Épire, qu'on a vu avec Pyros et même Olympias, la mère d'Alexandre le Grand, qui descendait de cette famille-là. Donc Phtia, elle est la fille d'Olympias II d'Épire et d'Alexandre II d'Épire, qui étaient déjà tous les deux enfants de Pyros. Ils sont demi-frères et demi-sœurs, Alexandre et Olympias. Mais là aussi, l'union ne va pas durer très longtemps, une année, un peu plus, un peu moins, on n'a pas la date exacte, mais Autolycos va s'amouracher d'une concubine, Chryséis, avec laquelle il aura un fils, Philippe V, qui sera par la suite roi de Macédoine. Alors le contexte à la mort de Gonatas et à l'ascension au pouvoir par Autolycos est très particulier. Il y a des conflits au nord avec les Illyriens et les Dardanéens. Et puis au sud avec les ligues étoliennes et achéennes qui se font la guerre entre eux puisque Gonatas avait fait une paix avec la ligue étolienne. Donc en fait la Macédoine est entourée de conflits, que ce soit au nord ou en Grèce continentale ou même dans le Péloponnèse. Il y a la guerre un peu partout. Alors, à la mort d'Alexandre II d'Épire, le beau-père d'Autolycos, la Ligue étolienne va envahir l'Arcananie, qui est le territoire voisin à l'ouest et qui est dans le giron épirote. Ce qui implique qu'on fasse un focus sur le troisième mariage d'Autolycos avec Phtia, donc la fille d'Alexandre II et d'Olympias II, qui ont eu donc 3 enfants, Pyros, deuxième du nom, Ptolémée d'Épire et donc Phtia. Donc à la mort d'Alexandre II, le roi d'Épire, c'est Olympias qui va régner et qui va être la régente de ses 2 fils, Pyros II et Ptolémée d'Épire, qui sont un peu trop jeunes pour pouvoir gouverner. Donc c'est elle qui va régner à la place d'un roi. Et c'est pour ça qu'elle fait marier Autolycos à Phtia, parce que la Ligue étolienne a envahi l'Arcananie et elle ne peut pas s'en défaire de ce conflit toute seule, donc elle s'adjoint les compétences militaires et surtout l'armée macédonienne d'Autolycos. Donc c'est un nouveau contexte qui se dessine avec l'alliance entre le royaume d'Épire et celui de Macédoine, donc qui va vraiment s'étendre et qui est
au centre des différents conflits, que ce soit au nord ou au sud de cette nouvelle alliance. Donc pour rappel, des conflits avec l'Illyrie et les Dardanéens au nord, les ligues étoliennes et achéennes qui se font la guerre entre eux, et la ligue étolienne qui a envahi l'Arcananie. Donc en réponse à l'alliance entre Épire et Macédoine, les deux ligues, étoliennes et achéennes, ont décidé de faire la paix entre eux, pour justement former un nouveau bloc contre l'alliance qui s'est faite. Donc cette alliance achéenne et étolienne est sous le commandement, sous l'égide d'Aratos de Sicyone, qu'on a vu avec déjà Gonatas à la fin de son règne. Donc c'est lui qui va diriger ces deux ligues. Alors le règne d'Étolikos, c'est 10 ans de règne, mais c'est surtout 10 ans de guerre. Il y en a partout, il y en a tout le temps. Il est toujours en conflit. Que ce soit lui-même qui les conduise ou des conflits qui sont larvés ou latents, que ce soit au nord ou en Grèce continentale. Donc à la suite de l'alliance matrimoniale entre Démétrios et Phtia, donc Démétrios remplit sa promesse, il prête main forte à Olympias et va faire dégager les Étoliens d'Arcananie. Alors on peut se poser la question de ce choix d'Étolikos, parce que le royaume d'Épire avait quand même causé pas mal de misère à sa dynastie, Antigonide, on l'a vu avec Gonatas, qui avait été chassé à plusieurs reprises, en tout cas 2 fois, par Pyrrhos. Donc c'est vrai que le choix d'Étolikos peut poser question. Mais toutes les sources qui parlent d'Étolikos et des différents conflits qu'il y a eu sont assez lacunaires, parcellaires et peu détaillées. Donc il n'y a pas d'explication sur cette alliance qui peut paraître quand même un peu bizarre. D'autant plus qu'au même moment, Aratos commençait à attaquer le Pirée et Argos en Argolide, donc les bastions antigonides. Donc c'est vrai que ça pose vraiment question sur ce choix. Mais bon, à défaut de source, on ne peut pas trop imaginer ce qui s'est passé dans sa tête. Alors une fois les Étoliens remis à leur place, donc dans leur territoire, et l'Arcananie un peu soulagée de cette invasion, donc Étolikos va se rendre en Béotie, qui est un bastion qui est encore dans le giron macédonien, et pour pouvoir être au plus près des attaques d'Aratos à Argos et au Pirée, qui en fait lui résistent. Le Pirée et Argos ne tombent pas sous les coups répétés d'Aratos. Mais Étolikos, en se rapprochant géographiquement, vient en fait consolider et reprendre pied face à ces attaques répétées d'Aratos. Alors nous l'avons vu dans des précédents épisodes où nous avions assisté à la fin d'une dynastie, à savoir les Antipatrides. Et bien là on assiste aussi à la fin d'une autre dynastie, la dynastie des Éacides, donc les rois et reines d'Épire. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Olympias II marie sa fille Phtia à Étolikos. C'est un mariage arrangé pour faire une alliance, pour pouvoir se sortir un petit peu du bourbier en Arcananie. Mais elle ne va pas faire que ça, Olympias. Elle va aussi marier sa petite fille, Néréis, qui est la fille de Pyrrhos II, à Gélon II de Syracuse, pour justement s'adjoindre les forces militaires de Syracuse. Mais ce qui ne va pas se faire, parce qu'en fait, le roi de Syracuse est fortement attaché à la République romaine. C'est un roi client et vraiment très fidèle, donc ça ne va pas se faire. Alors non content de ce revers, de ce mauvais calcul d'Olympias, elle va aussi assister à la mort de ses enfants. Alors c'est pas vraiment expliqué de quoi il meurt, mais en tout cas Pyrrhos II meurt en 238 et suivi aussi par son frère 4 ans plus tard, en 234, qui va être une année fatidique pour la dynastie épirote, parce que Ptolémée meurt en 234 et son fils, Pyrrhos III, meurt lui aussi en 234. Et Olympias II, de chagrin,
se laisse mourir elle aussi en 234. Donc c'est vraiment l'année fatidique pour les Éacides. Donc il en est presque fini de la dynastie épirote, puisqu'il ne reste que Déidamie, qui est la fille de Pyrrhos II, qui elle ne veut pas se résoudre à la fin de sa dynastie, et donc elle va prendre les armes pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Alors Épire est peuplé de 3 tribus distinctes, donc les Chaoniens ou les Chaoniens, les Molos et les Thesprotes. Et la dynastie qui régnait, la dynastie était soutenue par les Molos. Donc Déidamie va s'adjoindre les forces molossiennes pour pouvoir reconquérir le trône. Mais ce n'est pas du goût des autres tribus épirotes qui veulent se débarrasser de la royauté et installer en fait un pouvoir un peu fédéral. On dirait à notre époque maintenant un pouvoir fédéral. Donc en fait, les autres tribus veulent vraiment se débarrasser et anéantir l'ensemble de la famille royale. Donc acculé de toutes parts, Déidamie va se réfugier dans le temple d'Artémis, dans la capitale épirote, à Ambracie. Elle pense pouvoir échapper aux mercenaires et aux tribus qui lui en veulent, puisqu'il n'était pas possible dans un sanctuaire d'un dieu ou d'une déesse d'y effectuer des actes illicites, comme des meurtres ou des relations sexuelles ou ce genre de choses. Donc elle se pense saine et sauve dans ce temple, mais non, il y a un mercenaire, Milo, qui vient et qui l'assassine au sein même du temple. Il en est fini de la dynastie des Molos et de la royauté épirote. Alors la fin de cette dynastie, de l'absence de royauté qui pourrait fédérer ces tribus, va faire que la Ligue étolienne va reprendre son combat en Acarnanie et essayer aussi de s'emparer des 3 tribus et de l'Épire tout entière, pourquoi pas. En tout cas, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Donc en tout cas, le conflit se poursuit, d'autant plus qu'il n'y a plus d'alliance maintenue et que les tribus donc sont en opposition les unes contre les autres. Donc un long siège et difficile aura lieu à Médéon, en Acarnanie, et qui est entrepris par les Étoliens. Donc en fait, les Médéoniens ne peuvent compter que sur eux, ce qui est assez compliqué pour faire face à la Ligue étolienne, qui est en plus soutenue par la Ligue achéenne, sous le commandement d'Aratos, pour rappel. Donc en fait, les Médéoniens vont faire appel à Étolikos pour venir leur prêter main forte pour se débarrasser à nouveau des Étoliens. Mais lui, Étolikos, il est toujours en conflit avec la Dardanie, qui est au nord de la Macédoine, et qui est empêtrée dans ce conflit. Donc les Médéoniens, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'ils vont faire appel aux Illyriens, qui n'attendent que ça pour pouvoir faire une incursion en Grèce continentale, et donc ils vont accepter de venir leur prêter main forte. Donc ce qui va se produire, c'est que les Illyriens vont venir d'une part prêter main forte aux Médéoniens en Acarnanie, mais ils vont aussi profiter de la chute de la dynastie éacide en Épire pour vraiment s'adjoindre tous ces territoires, et donc l'Illyrie étend son pouvoir du nord jusqu'à la frontière nord-ouest du Péloponnèse. Alors l'Illyrie est réputée pour sa piraterie, qui représente un véritable fléau pour l'ensemble des côtes de l'Adriatique. Alors d'une part sur les côtes grecques de l'Adriatique, mais aussi vers l'ouest sur les côtes italiennes. Et donc quand on dit italienne, on pense tout de suite République romaine. Donc pour récapituler, l'Illyrie étend son territoire avec l'Épire, juste au sud de l'Illyrie, et l'Acarnanie, donc jusqu'à la limite de l'Étolie et de l'Achaïe, dans le Péloponnèse. Mais l'extension de ce territoire
ajouté à la piraterie qui sévit sur les côtes adriatiques, va permettre en fait la première incursion ou intervention de la République romaine dans les affaires de la Grèce. La brèche est ouverte à présent et les Romains ne s'arrêteront pas de s'occuper des affaires de la Grèce. Donc en ce qui concerne Démétrios II Autolycos, eh bien, il est toujours en proie à des combats avec les frontières nord en Dardanie. Il est vraiment embourbé dans ces conflits, il a vraiment du mal à en venir à bout, à tel point qu'il trouve la mort sur le champ de bataille. Il en est fini des 10 ans de règne de Démétrios II Autolycos. Mais quand Autolycos meurt, il n'a qu'un seul fils encore vivant. Il a eu des enfants, mais on n'en a pas trace, ni de leur nom, ni de leur destinée. Mais en tout cas, il lui reste un fils vivant, c'est Philippe V. Mais il n'a que 9 ans. Donc c'est assez compliqué de régner à 9 ans. Donc en fait, Philippe V va être sous la tutelle de son oncle Antigone III d'Ozone, qui lui aussi est petit-fils de Démétrios Poliorcète, de son mariage avec Ptolémaïs, une des filles de Ptolémée Ier, et qui avait eu ensemble donc un fils, Démétrios Kalos, qui lui a eu donc Antigone III d'Ozone. Donc en fait, c'est Antigone III d'Ozone qui va régner dans un premier temps, donc en 229, en qualité de tuteur du roi et protecteur du roi, comme on a pu le voir avec les rois Alexandre V et Philippe III Aridé. Donc d'Ozone va être le tuteur du jeune Philippe jusqu'à sa majorité. Donc de 229 à 227, il sera seulement le régent et le tuteur du roi. Et c'est en 227 qu'il sera couronné roi. Donc pour faire un bilan, Démétrios II a été impliqué dans de nombreux conflits tout au long de son règne. Il n'a fait que ça. Il a dû faire face à la Ligue étolienne, à la Ligue achéenne, aux deux ligues qui se sont mis en alliance pour essayer de maintenir un territoire macédonien relativement similaire à celui que son père lui avait laissé. Mais c'est très compliqué et il n'y arrivera pas. Donc sous son règne, la Macédoine perd progressivement son influence sur toutes les affaires grecques. Les victoires obtenues par les ligues étoliennes et achéennes ont affaibli considérablement l'autorité macédonienne, qui va marquer un tournant dans l'équilibre des pouvoirs en Grèce. En plus, Démétrios a dû faire face à des invasions celtes et des troubles internes qui ont encore affaibli le royaume. Et puis alors, en termes de transition, enfin de fin de règne et de succession, il laisse le trône vide, en tout cas à un enfant de 9 ans, ce qui n'est pas possible. Donc c'est un parent, donc l'oncle de Philippe, qui va assurer la régence, ce qui pourrait aussi affaiblir encore davantage et la Macédoine et la dynastie. Donc en somme, le règne de Démétrios Autolycos est caractérisé par des luttes incessantes pour essayer de maintenir une domination macédonienne, mais en fait ça ne va pas le faire et la Macédoine a considérablement perdu et en territoire et en influence sur l'ensemble de la Grèce. Donc le prochain épisode portera donc sur Antigone III d'Ozone, qui est né en 263 et qui meurt en 221. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires en dessous de chaque épisode. Je vous y répondrai tout le temps. Je vous remercie.